Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires du mois de septembre. Et il y en a pas mal parce que qui dit septembre dit rentrée littéraire, donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude je vais commencer avec les suites, avec déjà le deuxième tome de la saga Tissérie de Alexiane de Lys, qui sortira aux éditions Plume Blanche. Ça va peut-être m'aider à faire sortir le tome 1 de Ma pile à lire, qui sait. Pour rappel, on est dans une histoire où la faune et la flore s'est transformée puis rebellée contre les humains survivants. Ensuite va sortir le quatrième tome de la saga Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Vous le savez, j'ai adoré les deux premiers tomes de la saga. Il me manque le troisième, mais encore une fois, ça va peut-être me pousser à le lire pour être à jour. Ensuite, je l'ai mis dans les suites, mais c'est pas vraiment une suite, on va dire, puisqu'ils sont totalement indépendants les uns des autres. C'est donc le tome 2 de la saga Fractured Fables. Je crois que ça se dit comme ça. On va dire que mon accent est passé inaperçu. C'est Éclat miroitant qui est une réécriture du conte de Blanche-Neige, alors que le premier tome qui était Éclat dormant était une réécriture de La Belle au bois dormant. Ensuite on va passer au one-shot avec La librairie Morizaki, écrit par Satoshi Yakizawa, je crois, ou Yokizawa, je ne sais plus. Ce sera écrit de toute façon. Aux éditions Hauteville. Ce roman nous raconte l'histoire de Takako qui a le cœur brisé puisque l'homme qu'elle aime en fait va lui annoncer ses fiançailles. Donc elle va décider que c'en est trop, qu'elle ne peut plus le croiser tous les jours et donc va quitter son emploi. Ce qui va la mettre un peu au fond du trou jusqu'au jour où son oncle va l'appeler et lui proposer de venir l'aider à gérer sa librairie de boutiques d'occasion. Ce qu'elle va accepter. Elle n'a plus rien à perdre et dans cette librairie, au contact de tous ces livres, elle va peu à peu découvrir un langage qu'elle ne connaissait pas. C'est une jolie façon de dire que c'est un roman feel good sur la découverte de soi, etc. Ensuite, on passe à un roman un peu plus thriller avec Le clan de Belen de Hannah Arendt aux éditions Scrinéo. On va suivre Nora qui décide de tout quitter, Paris, son appartement, le père de sa fille, mais elle va entraîner sa fille avec elle et toutes les deux vont se réfugier dans un village dans les Ardennes dans lequel elle a passé son enfance et dans lequel elle n'avait jamais remis les pieds. Il se trouve que elle va y revenir, mais sachant qu'elle a des bagages avec elle, donc elle va revenir avec tous ses bagages oubliés et elle va secourir un loup. Mais en sauvant ce loup, elle va être entraînée dans un conflit entre les villageois qui sont ultra superstitieux, qui voient ça d'un mauvais œil, et la famille des Belen, qui est une famille assez importante dans le village, à ce que j'ai cru comprendre, qui a un lien très étrange avec tous ces loups, et donc les deux vont être en conflit et vont se retrouver un peu au milieu. Ensuite, on reste dans le thriller avec Where Echoes Die de Courtney Cold aux éditions Phoebes. Dans ce roman, on va suivre notre héroïne qui ne se remet pas de la mort de sa mère. Sa petite sœur non plus d'ailleurs, et toutes les deux vont décider d'aller dans le village de Bacravel, je crois que c'est ça le nom, un village qui obsédait sa mère. Et quand elles vont arriver dans ce village, elles se rendent compte que il est très étrange. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de cimetière. Par contre, il y a des vieux bâtiments militaires qui côtoient des immeubles flambant neufs. Et chose très étrange, aucun des habitants n'arrive à se souvenir de comment il est arrivé dans ce village et quand. Apparemment, les seuls qui ont des pistes sur ce qui se passe sont le chef du village et sa fille. Et donc les sœurs vont se mettre à enquêter pour savoir quels sont les secrets de ce village, pourquoi tant de mystères. Ce qui va conduire Beck à se rapprocher de la fille de ce leader, je crois que c'est Avery son nom, et elle va s'enfoncer dans les mystères encore un peu plus, peut-être jusqu'au point de se perdre. Ensuite, on passe à de la fantasy avec Fire and Frost, le tome 1, écrit par Kelly Blake aux éditions Corrigan. Dans ce roman, on suit Rudy, qui a 17 ans, qui est une jeune fille qui a le pouvoir de maîtriser le feu, donc de soigner avec, etc. C'est donc une Fireblood. Effectivement, dans ce monde, il y a les Fireblood comme elle et les Frostblood qui sont leur équivalent, mais avec le froid. Seulement, pour une raison qu'on ignore, les Frostblood sont les seuls qui sont autorisés. Donc ils vont chasser les Fireblood tout simplement. Et un jour qu'elle est chassée par les gardes royaux, elle va s'échapper in extremis grâce à l'aide d'un Frostblood, Arcus, quelque chose comme ça il me semble, qui va lui proposer de s'allier avec lui puisqu'il a besoin d'une Fireblood comme elle pour se rebeller contre le roi cruel.
Ruby sait qu'il ne faut pas faire confiance au Frostblood, mais elle peut pas s'en empêcher. Il y a quelque chose avec lui qui la pousse à lui faire confiance et cette entente va s'avérer plus dangereuse que prévu. Surtout qu'apparemment ce Arctus, je ne sais même plus s'il s'appelle comme ça, cache un terrible secret. Encore une fois, on reste dans la fantasy avec, excusez mon accent absolument horrible, The Bond That Tie de G. Bree aux éditions Corrigan. Dans ce roman, on suit Oleander qui, après la mort de ses parents dans un accident de voiture, découvre qu'elle a un pouvoir. Dans son monde, chacun est destiné à quelqu'un d'autre, donc ils ont tous des âmes sœurs. Il se trouve qu'Oleander en a 5. Mais que ce pouvoir la met en danger, donc elle décide de s'enfuir, bien décidée à ne pas vivre avec ses âmes sœurs, ce n'est pas pour elle. Ses âmes sœurs vont la rattraper et vont donc la pousser à vivre avec eux, et n'ayant pas d'autre choix, Oleander va se plier à leur volonté, sachant qu'apparemment ses âmes sœurs en question ne sont pas prêtes du tout à lui pardonner sa fuite. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Oleander avait une autre raison de fuir. Pas seulement le fait de ne pas avoir d'hamster, mais aussi parce qu'elle avait un pouvoir. Et le fait qu'elle soit réunie avec eux va mettre tout le monde en danger. Littéralement tout le monde. Ensuite, on repasse à du thriller avec Le Silence des Noyés de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Dans cette histoire, on va voyager en Écosse, puisque le roman démarre avec une voiture qui roule à tombeau ouvert sur une route d'Écosse, juste avant Noël, avec son bord Scott, qui est le mouton noir et héritier de sa famille, qui se dirige à contre-cœur vers le manoir familial. Et au détour d'un virage, c'est ça le mot, il va tomber sur une autostoppeuse. Cette autostoppeuse est mystérieuse et mutique et sera apparemment la première étrangère à passer Noël avec sa famille, puisque il n'a pas eu d'autre choix que de l'emmener avec lui. La présence de cet inconnu va raviver les blessures, les peurs, et va venir altérer les rouages de la machine de la famille, qui était très portée sur les traditions, et va délivrer le secret qui apparemment était retenu dans les murs de ce château depuis des années. Ensuite, chose très rare dans mes sorties livresques, c'est un roman pour adolescents, puisque c'est Théa te hait de Sandrine Beau aux éditions Alice. Dans ce roman, on va suivre Théa, qui sort un jour du bureau et va avoir la très mauvaise surprise de voir l'homme qui lui a caché la vie, qui a fait de sa vie un enfer. Et son passé va refaire surface, les blessures vont se rouvrir, elle va se rappeler comment cet homme l'a forcée à s'enfuir, à couper tout contact avec sa famille, à s'éloigner, à vivre toute seule en fait, et elle ne va pas pouvoir s'empêcher de se venger. Ensuite, on repasse dans du thriller, décidément il y en a beaucoup dans cette sélection, mais dans du thriller historique, puisque c'est Comme si nous étions des fantômes, de Philippe Gray aux éditions Sonati. Ce roman prend place à Amiens en 1919, au lendemain de la guerre, où sur le champ de bataille, il n'y reste plus personne à part les gens qui sont là pour ramasser les cadavres, les dépouilles, pour les enterrer correctement. Et nous, on va suivre, je crois que c'est Amy, son prénom, qui vient d'Angleterre, qui a fait tout le voyage pour trouver l'homme qu'elle aime, qui a disparu. Elle n'a plus aucun espoir, elle veut trouver sa dépouille. Et sur ce champ, elle va trouver 13 cadavres. Et très vite, il va s'avérer que leur mort n'a rien à voir avec les combats, ni avec l'armée allemande. Mais alors à quoi est-elle due ? On nous dit que les descriptions qui nous sont faites dans le roman sont particulièrement réalistes, puisque l'auteur s'est inspiré d'une expérience de son grand-père. Et auquel il a rajouté des mystères, évidemment. Ensuite, on reste dans l'historique avec L'Appel des colombes de Martha Hall Kelly aux éditions Charleston. Dans ce roman, on suit l'histoire de Arlette et Josie, qui sont donc les colombes dorées. C'est le nom sous lequel les Gestapo les connaît, puisque ce sont toutes les deux des espionnes. Il va s'avérer que ces deux femmes vont se retrouver en camp de concentration. Par miracle, elles vont toutes les deux en réchapper, mais des années plus tard, il va s'avérer que Josie, elle, va traquer les nazis. Et Arlette, elle tente d'oublier en fait tout ce qui s'est passé et de reprendre une vie normale. Mais elles vont toutes les deux se retrouver puisqu'elles vont devoir faire une ultime mission ensemble. Elles vont devoir retrouver le médecin qui a fait des expériences absolument horribles sur leurs proches dans le camp dans lequel elles étaient. Autant vous dire que je pense qu'il va falloir préparer les mouchoirs pour ce roman-là. Ensuite, je vous parlais encore une fois d'un roman qui a l'air un peu historique puisque c'est Projet Bluebird de Shannon Cameron. Autant vous dire que j'ai pas trop d'infos sur ce roman parce que le résumé nous dit deux choses. On nous dit qu'il va y avoir deux histoires en parallèle
Une d'une jeune fille qui est indoctrinée par l'Allemagne et son régime, qui est choquée par l'annonce de la mort du chef du régime nazi, pour ne pas dire son nom. De l'autre côté, on a Eva qui fuit l'Allemagne dévastée pour se réfugier à New York, où elle va traquer le responsable du projet Bluebird, qui menace le fragile équilibre après-guerre mondiale en fait. On nous dit que c'est un thriller d'espionnage glaçant et surtout inspiré de faits réels. Ensuite, on va enchaîner sur un thriller. Il en manquait un petit peu je trouve. Avec Les Rescapés de Juna de Florence Roche, aux éditions Terre de France. On nous dit que depuis des générations, les Jacquard sont une famille à la tête d'un empire de bouteilles d'eau, il me semble. Et nous, on suit Mathilda, qui est la première femme à gérer cette entreprise, puisque elle en a été, elle est très proche de son grand-père, parce que son père est mort quand elle était très jeune, qui s'appelait Paul d'ailleurs. Chose importante dans le résumé après, sinon vous n'allez pas comprendre. Et le jour des funérailles de sa grand-mère, Mathilde se voit remettre un médaillon, en fait, dans lequel elle voit Paul avec une femme qui lui est totalement inconnue. Donc elle va partir sur les traces de son père, savoir qui il est réellement. Et elle va prendre en même temps qu'en 1955, le jour de la mort de son père, le 15 juin pour être précis, tous les habitants de la ville, enfin peut-être pas tous, mais une grande partie des habitants du village ont tous péri d'une maladie très mystérieuse et inconnue, et tous en même temps. Autant pour moi, c'est tous les habitants en fait qui sont morts d'une fièvre mystérieuse. Donc autant vous dire qu'elle va partir sur les traces de son père, mais aussi quel est ce mystère. Ensuite, on va finir avec un thriller. Il était temps à ce que je vois, puisque ma lumière s'est complètement cassée. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les thrillers, on voit que j'aime beaucoup ça en ce moment parce que j'en ai mis vraiment pas mal dans cette sélection, mais c'est le thriller qui me fait le plus envie de tous ceux dont je vous ai parlé, c'est You Want It Darker de FC Washington. Et pourquoi il m'intrigue plus que les autres celui-là? Parce que en fait ça parle de Frank Tillier. Alors, de ce que j'ai vu, c'est un tome 2. Il y a eu un tome 1, je ne l'ai pas mis dans les suites parce que je ne savais absolument pas qu'il y avait un tome 1, donc je me dis que c'est le cas de tout le monde. Et les deux ont l'air d'être indépendants pour le coup. On suit donc cette fameuse FC Washington, qui est l'autrice mais aussi le personnage du roman, qui est aussi une romancière dans le roman, qui vient de connaître son premier succès grâce au conseil de son agent, je crois, qui est Frank Tillier. Seulement, les retombées médiatiques ne vont pas être terribles puisque les gens s'attendaient à un thriller bien gore et en fait ils se retrouvent avec une romance avec un fond de thriller, un fond de mystère, ce qui ne va pas trop leur plaire au final. Donc FC va décider de s'adapter, ils veulent du gore, ils vont avoir du gore et elle s'attelle à décrire dans les moindres détails les scènes les plus horribles du monde et à donner tout ce qui se passe dans la tête d'un tueur en série. Seulement un jour, elle va retrouver dans sa boîte aux lettres un manuscrit envoyé par quelqu'un qui décrit des choses très gore et apparemment où la réalité va rejoindre la fiction et va peut-être même la dépasser. Voilà pour les sorties littéraires du mois de septembre, donc je l'ai dit, mais il y a quand même beaucoup de thrillers, je suis désolée, mais je sais pas, c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment, c'est peut-être ça qui ressort. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le roman que vous attendez le plus en septembre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant.